Alors la semaine dernière, on a encore eu un exemple assez frappant de l'échec de la lutte légale contre la haine. La lutte légale, c'est-à-dire lorsqu'on utilise la police et la justice pour réprimer une expression ou un discours. Le rappeur Freeze Corleone a pondu quelques clips particulièrement abjects de l'antisémitisme chimiquement pur. On a l'impression qu'il a pris des programmes Python pour siphonner la lie des forums Internet pour les mettre en musique, sans beaucoup d'intermédiaires entre le programme Python et la musique. Et le procureur de la République a ouvert une enquête pour incitation à la haine raciale. Et on voit bien, et à ce moment-là, il y a eu des tombereaux et des tombereaux de tweets enragé de son fan club, mais beaucoup plus largement que son fan club, sur le thème du deux poids deux mesures. Le deux poids deux mesures revenait systématiquement dans les tweets des partisans de Freeze Corleone. Bien sûr, Freeze Corleone dit parfois des horreurs, d'ailleurs c'est même pas sûr. Par contre, un tel dit des horreurs et il n'est pas inquiété par la justice, un tel dit des horreurs et il n'est pas inquiété par la justice, etc., etc., etc. Et des tweets d'une colère qu'on sentait sincère. Et c'est là où la lutte légale contre la haine ne tient pas sa promesse. La promesse de la lutte légale contre la haine, c'est de nous dire d'accord, vous allez renoncer un petit peu de votre liberté, on va mettre davantage de police et de justice au sein de l'expression de chacun, mais en échange, on va avoir une société moins clivée, plus harmonieuse, parce que les haineux ne vont pas enflammer les esprits des imbéciles au risque de provoquer des catastrophes sociales, culturelles et politiques. Et tout le monde a en mémoire, bien sûr, l'exemple de l'Allemagne nazie. Et cette promesse n'est jamais tenue. Elle n'est pas tenue parce que autant réprimer un vol de voiture, par exemple, laisse peu de place à l'arbitraire. La voiture appartient à A, B l'a pris sans l'autorisation de A, donc c'est un vol de voiture. Tout le monde est d'accord là-dessus, y compris d'ailleurs souvent le voleur de voiture. Tandis que pour l'expression, réprimer une expression est toujours beaucoup plus compliqué parce que cela donne un immense éventail d'arbitraire. Quel est le contexte? Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que c'est du second degré? Qui parle? Pourquoi? Vers qui, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a un immense champ, une immense zone grise d'arbitraire, et cet arbitraire est au moins aussi explosif, voire souvent plus, que la haine initialement condamnée. Et c'est pour ça que la lutte légale contre la haine ne tient pas sa promesse d'apaiser la société, elle peut au contraire l'enflammer. Et l'exemple de l'Allemagne nazie, dont on nous parle très souvent lorsqu'il s'agit de réprimer les discours de haine, est assez curieux, parce que les nazis, pendant les années 20, sous la République de Weimar, n'ont pas bénéficié d'une protection de leur liberté d'expression particulièrement forte. Le magazine nazi a été envoyé 36 fois devant les tribunaux durant cette période. Son rédacteur en chef a été condamné à de la prison ferme. Les presses ont été confisquées. Adolf Hitler lui-même a été interdit de discours pendant des longues périodes. Et ses partisans ont joué à fond la carte du deux poids deux mesures, de la victimisation. On voit ici une des affiches qui a été distribuée par ses partisans. Il y a 2 milliards d'hommes sur Terre, un seul ne peut pas s'exprimer en Allemagne. Et ce deux poids deux mesures a été finalement un levier, un tremplin pour leur discours. Et donc ça fait maintenant ici des décennies qu'on empile des nouvelles lois de lutte légale contre la haine, sans succès, sans objectif particulièrement énoncé, et même sans expérience réussie de cette répression. Il serait peut-être temps de se demander si ça vaut le coup de sacrifier notre liberté pour au final avoir une société qui est encore plus clivée qu'elle n'aurait été sans cette lutte légale contre la haine.